Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour, sénatrice UDUC de l'Orne. Vous êtes rapporteure de cette mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Merci d'être avec nous. Françoise Laborde est également sur ce plateau. Bonjour, sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Vous êtes membre de l'Observatoire de la laïcité. Merci à vous d'être venu. François Grosdidier est également avec nous. Bonjour, sénateur Les Républicains de la Moselle. Vous étiez également membre de cette mission d'information. Et Jacques Bigot nous accompagne également. Bonjour, sénateur socialiste du Bas-Rhin, également vice-président de la mission d'information dont on va parler aujourd'hui. Et puis je précise pour nos téléspectateurs que nous avons souhaité inviter des représentants de la communauté musulmane. Tous ont décliné notre invitation en raison des fêtes de l'Aïd. Nathalie Goulet, on a vu dans ce reportage cette question du financement alors des lieux à la fois cultuels mais aussi culturels qui pose problème aux élus avec cette décision surprise de Laurent Wauquiez. Dans votre rapport, vous préconisez pourtant de limiter et de faire plus de transparence sur ces financements. Est-ce que vous approuvez pour autant la décision du président de la région Rhône-Alpes, Auvergne ? Très honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment. Je ne suis pas sûre que les motivations soient aussi claires, ni qu'elles soient aussi objectives qu'il le dit, compte tenu d'antériorité sur la question qui me semble pas aussi directe. Les financements étrangers, c'est un vrai problème. Les financements conditionnés éventuellement, mais aussi leur manque de transparence. Donc la mission que nous avons souhaitée au groupe UDI et que nous avons menée pendant 6 mois a rendu un rapport hier qui a été voté à l'unanimité, moins une abstention du Front National. Et donc nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de principes, dont plus de transparence pour les financements, et notamment les financements étrangers. Alors il faut juste dire pour nos auditeurs, qu'il ne peut pas y avoir de financement de l'État. Alors comment on fait justement ? En raison de la laïcité. Voilà, c'est toujours la même histoire. Donc forcément, il y a des financements étrangers. Donc le problème du financement étranger en lui-même, s'il n'est pas conditionné, n'est pas un problème. La condition d'être transparent, et ça fait partie évidemment des préconisations que nous avons faites. Oui. Alors quel financement ? Qu'est-ce que vous préconisez justement si on ne peut pas avoir un recours à des financements de l'État ? Vous venez de le rappeler à l'instant. Mais il y a des financements étrangers, il y a la communauté qui peut financer, les communautés peuvent financer elles-mêmes. Ça ne pose aucune difficulté. Ça arrive d'ailleurs, on l'a vu dans nos auditions à Évry ou ailleurs, dans le 91, il y a beaucoup de communautés qui ont financé elles-mêmes leur mosquée. Et puis mon voisin a aussi ses méthodes. Alors justement, votre voisin François Grosdidier, vous, quelles sont vos méthodes ? Écoutez, pour moi, je vais d'abord dire pour moi qui suis républicain et préside les Républicains de la Moselle, ça me fait mal quand j'entends le discours de Laurent Wauquiez parce qu'il est complètement insincère. Refuser le financement étranger en sachant qu'il ne peut pas y avoir de financement public. Et en sachant que la plupart de nos concitoyens de confession musulmane qui n'appartiennent pas aux catégories CSP+, ne sont pas en capacité de financer des établissements recevant du public à hauteur de leurs besoins, c'est ni plus ni moins interdire de fait les musulmans de pratiquer leur culte. C'est contre la laïcité et c'est contre la République. Alors tout notre problème, c'était quoi ? De dire qu'il doit s'édifier un islam de France et pas en France. C'est à la fois un enjeu intellectuel, parce que l'islam, depuis qu'il existe, doit se contextualiser, c'est-à-dire s'adapter à l'espace et au temps. Mais c'est aussi une question simplement immobilière, de possibilité de pratiquer le culte. Or, s'il n'y a pas de financement public, et il ne peut pas y en avoir en France avec la loi de 1905, même si elle est plus ou moins détournée de la marge, elle l'a même été pour les autres religions. Mais on ne peut pas s'installer dans ce système. Nous avons travaillé au sein de la mission à des moyens, notamment une redevance sur le halal pouvant alimenter cette fondation des œuvres d'islam de France qu'il faut réactiver. Ça suppose de mettre en place ce dispositif, mais ça met aussi les musulmans de France devant leurs responsabilités pour gouverner à la fois le CFCM et cette fondation. Oui. Jacques Bigot, c'est vrai que dans les préconisations du rapport sénatorial, il y a cette question, non pas de confier à l'État, mais aux musulmans eux-mêmes la responsabilité d'organiser le culte musulman. C'est un échec du CFCM, selon vous, qui a été très fragilisé depuis sa création ? C'est évident que la loi de 1905 doit être respectée. C'est ce que l'on a affirmé clairement dès le départ de la mission. Et donc à partir de là,
L'autre difficulté, c'est l'inorganisation de l'islam en France. Et c'est pour ça qu'on parle d'un islam de France, parce que l'islam de France devra s'organiser. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Église catholique, elle est très clairement organisée, hiérarchisée. Les protestants ont su se regrouper dans une fédération, et la communauté israélite est aussi très organisée. Et donc l'État a des interlocuteurs clairs. Là, l'islam nous n'avons pas d'interlocuteurs clairs au niveau de l'État ou des élus locaux. Et inversement, eux-mêmes n'étant pas organisés, eh bien ces financements, ils peuvent venir chez les uns, chez les autres, ils ne sont pas transparents, alors que s'il y avait une fondation, mais que cette fondation qui existe soit plutôt gérée par l'islam et pas forcément par l'État, mais avec une transparence pour qu'on s'assure de ça. Et puis il y a l'autre enjeu qui est l'enjeu de la formation des imams. Il n'est pas concevable que toujours nous ayons des imams qui soient formés à l'étranger et qui viennent ici et qui ne parlent pas le français, alors que les jeunes musulmans de France, de plus en plus, ne parleront pas l'arabe. Ils parleront le français parce qu'ils sont dans la République et qu'ils sont élevés dans nos écoles. On va venir sur cette question de la formation des imams. Votre réaction aux préconisations de ce rapport, Françoise Laborde, vous qui êtes membre de l'Observatoire de la laïcité? Alors moi j'ai découvert donc ce rapport, bien sûr, puisqu'il vient de sortir, donc on n'a pas encore eu le temps de tout lire, mais je le ferai avec plaisir. Je pense qu'il y a une distinction intéressante justement, et c'est ce qui est un peu choquant dans le reportage là avec Laurent Wauquiez, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre le cultuel et le culturel. Je pense que l'exemple de Lyon, il y a une mosquée qui fonctionne bien depuis 20 ans. À côté, on veut faire du culturel, ça paraît concevable. Après, ça demande une certaine honnêteté, bien sûr. On ne va pas aller faire du cultuel dans un lieu culturel. On voit bien l'Institut du monde arabe. C'est pas un lieu culturel musulman, mais enfin, il y a donc là une vraie position culturelle. Donc bien sûr, les deux lieux, l'un à côté de l'autre, il y aura des échanges, mais enfin des échanges intelligents et constructif. Donc ça, c'est vrai que moi, ça demande beaucoup d'attention, et l'Observatoire de la laïcité avait donc mis des préconisations très distinctes entre l'aide à apporter ou à ne pas apporter pour des lieux cultuels, mais quand même une sensibilité, une intelligence pour des lieux culturels. Voilà, et ça, je crois que la commission donc à laquelle je n'ai pas participé cette fois, je ne suis pas dans à chaque fois dans ces commissions, a bien pris la mesure de la différence entre chaque chose. Et ce que vous disiez sur les musulmans eux-mêmes, c'est vrai que dans des religions, il y a toujours un système, je dirais, pyramidal, où on a vraiment des structures. On peut dire, sans être critique, que c'est ce qui manque un peu chez les musulmans, d'avoir différents interlocuteurs qui ne disent peut-être pas toujours la même chose. Et donc c'est à eux de discuter d'abord entre eux pour arriver à avoir une vraie discussion et une vraie construction. Nathalie Goulet, le rapport est quand même critique face à l'action de l'État, face à l'islam, justement. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas du tout à l'État, c'est ce que vous dites, d'organiser justement l'islam? Alors d'abord, je voulais dire que le RDSE avait été remarquablement représenté par Michel Amiel, qui a fait un travail remarquable au sein de la commission. Je voudrais vous dire qu'on est dans une équation qui est insoluble. Vous avez la main droite veut organiser, parce qu'on est dans un système très cartésien, où il faut une organisation, un interlocuteur, etc. Et puis la main gauche à la loi de 1905. Donc ceux qui veulent organiser sont ceux qui ne veulent pas toucher à la loi de 1905. Bien. Donc, certains veulent recréer un consistoire avec ce syndrome de la décalcomanie. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut surtout pas fonctionner sans les musulmans eux-mêmes. Donc, si vous voulez, toutes les instances, soit le CFCM, très soutenu, poussé, organisé, de même que son mode électoral, que ce soit l'instance de dialogue, qui sont des substituts dont le ministre de l'Intérieur a encouragé. Mais depuis longtemps, hein, c'est pas ce gouvernement ni cet État, c'est tous les gouvernements qui se sont succédés depuis très longtemps, sont toujours sur cette espèce de double sincérité, pour ne pas employer un mot choquant. Donc voilà, on est dans cette équation-là, il faut bien comprendre. Mais alors, ce qui est difficile et ce qui est délicat, et on le voit sur les réseaux plutôt aujourd'hui, parce que tout le travail a été fait sans aucun problème de réaction négative face au travail qu'on a fait, et j'encourage les gens quand même à lire le rapport, qui est un travail de fond. C'est que le climat national, international, on le voit, on voit des déclarations tous les jours des uns et des autres, n'encourage pas
à étudier l'islam comme un sujet républicain dans un cadre apaisé républicain. Et c'est pourtant ce qu'on a fait. Voilà, donc... Les musulmans se sentent stigmatisés, c'est ce que vous dites par... souvent, même s'ils n'ont pas lu. À partir du moment où on parle de l'islam, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nos collègues communistes n'ont pas souhaité participer à cette mission. Juste, François Grosdidier, pardon, on se souvient aussi des propos du Premier ministre Manuel Valls qui avait dit bien que le salafisme était en train de gagner la bataille idéologique et culturelle de l'islam en France et qu'il fallait donc réfléchir à la question. Le salafisme n'est pas l'islam. Oui. Et la désorganisation de l'islam profite au salafisme. On est d'accord. Nathalie voulait parler de double sincérité. Je parlerai même, moi j'ai parlé jusqu'à présent de schizophrénie de la République, où on veut, alors, mais avec un peu de cynisme, on a vu Laurent Wauquiez, c'est à la fois, on veut un islam de France, et en même temps, la loi de 1905 nous interdit de l'organiser financièrement, alors que la loi de 1905 n'a pas été interdiction absolue. Elle permet l'entretien des lieux de culte construits avant 1905, ce qui couvre la totalité des besoins des catholiques et quasiment de tous les Israélites et protestants, et permet aussi le financement des aumôneries. Bon, donc ce n'est pas un principe absolu. Cela dit, on est d'accord entre nous pour ne pas y toucher. Moi, j'ai été convaincu jusqu'à présent du contraire, ayant bénéficié du droit local d'Alsace-Moselle, qui m'a permis chez moi de construire une mosquée, ce que Model souhaite pas étendre. Mais justement, on a travaillé. Et dit bien, le Sénat a travaillé à regarder les choses avec objectivité, honnêteté intellectuelle, et à travailler sur les solutions, et à trouver que la meilleure solution, effectivement, en réactivant les instances qui doivent fonctionner avec les musulmans, donc ça met la responsabilité devant eux, mais où il y a un rôle des pouvoirs publics pour assurer ce financement, aussi pour mieux former les imams, même quand ils ne sont pas salariés. Et aussi, on évoquait, vous l'évoquez avec le salafisme, donc avec le terrorisme, effectivement, les aumôneries, je veux dire, dans les prisons, doivent être aujourd'hui refondées sur le modèle d'ailleurs des aumôneries militaires. On ne peut pas négliger cet aspect, et c'est pas un aspect simplement de religion, c'est un aspect d'ordre public aujourd'hui. Dans les prisons, il faut plus d'aumôniers et moins d'iPhone. Jacques Gauthier, une forme de schizophrénie, c'est ce que vient de dire François Grosdidier, justement, de la part de l'État qui autorise ces imams détachés, des imams qui viennent de l'étranger, prêcher dans les mosquées françaises, tout en à la fois s'inquiétant justement des financements et de ces imams qui viennent de l'étranger. Je suis comme François Grosdidier, un Alsacien mosellan. Lui est mosellan, moi je suis alsacien. Donc nous vivons dans le régime concordataire qui, je rappelle, est un régime français. La loi de 1905 ne s'applique pas dans nos 3 départements parce qu'elle ne s'est pas appliquée lorsqu'elle a été votée en 1905 et qu'en 1918, l'État, la République ne l'a pas imposée à nos 3 départements. C'est une autre histoire. Et donc, vivant là-dedans, je me dis c'est quand même très particulier de se dire que on conteste beaucoup, dans l'ensemble des départements, sauf chez nous, le fait que les prêtres, les pasteurs, les rabbins soient payés par l'État. Et on accepte, tout en contestant cela, que les imams soient payés en France par des États étrangers. Ça pose quand même, et je vais jeter un pavé dans la mare, la question de le concordat correspondait à une période de la vie de la République. La loi de 1905 a une autre période de la République, réglant les rapports dans des religions qui existaient et qui étaient organisées à l'époque, et que nous avons aujourd'hui, un siècle plus tard, la deuxième religion de France, qui est tenue par des musulmans qui sont en lien par leurs racines avec des pays étrangers, mais qui aujourd'hui vivent en France, dont il faut espérer, et c'est le cas, qui veulent vivre dans la République, mais qui n'ont pas les moyens ni de la formation, ni de l'installation. Et donc, il faut bien, à un moment donné, se poser la question de comment on va s'organiser. Notre mission n'est pas allée jusque-là, parce qu'elle ne s'est pas arrogé le droit de le faire, et c'est très bien, en disant on va respecter la loi de 1905, mais elle pose des pistes dans le cadre de la loi de 1905. Si ces pistes ne réussissent pas, il faudra bien qu'un jour, on se pose la question d'une nouvelle étape de la relation de l'État avec les religions dans le respect de la laïcité, parce que la laïcité, ce n'est pas le refus des religions. Oui, Françoise Laborde, sur cette question, effectivement. Moi, je suis contente de voir que mon collègue Grosdidier est donc tout à fait d'accord avec le fait qu'il ne faut pas toucher la loi de 1905. Je suis d'accord aussi, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Non, mais j'ai bien entendu. J'ai écouté avec attention. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus de modulation, mais aujourd'hui, voilà, il ne faut pas y toucher. Je pense quand même que ce qui ressort
de ces préconisations, c'est aussi de bien mettre en avant le respect, le nombre de musulmans qui vivent en France, qui ont le droit de pratiquer leur religion dans les meilleures conditions possibles, et que cette parole dite, les musulmans doivent aussi se prendre en charge pour qu'il y ait un vrai dialogue avec l'État, que ce ne soit pas le populisme qui dise les musulmans, l'islam et le reste. Parce que c'est et le reste qui gêne, tout dans le même panier. C'est là la difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, si avec des travaux comme ça, qui s'arrêtent là où on doit s'arrêter, parce qu'on ne peut pas prendre la place, justement, des religieux qui doivent maintenant, s'ils le veulent, quand je dis doivent, ils peuvent, continuer ce travail, je pense qu'on avance comme ça la partie République, la partie religion, pour essayer d'avancer le mieux possible. Nathalie Goulet, et dans votre rapport aussi, il y a cette première conclusion qui est d'organiser, au moins tous les 4 ans, une enquête par l'INSEE en vue, je cite, de mieux connaître la communauté musulmane en France. Ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas bien, cette communauté musulmane. Mais on ne connaît pas bien la communauté tout court, les communautés non plus. Non. Et comme on peut pas avoir de statistiques ni religieuses, c'est normal. Mais ce qu'on dit simplement, c'est que dans le cadre de nos travaux, on sait, si vous voulez, on va reprendre, ça est un détail, je dirais. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'origine de cette mission, c'est notre manque de connaissances. Les idées reçues rendent paresseux. Et le fait de répéter les choses n'en font pas une vérité. Taxe halal, quand vous finissez par étudier la question à fond, vous ne pouvez pas faire de taxe halal. Donc il faut arrêter de parler de taxe halal. Parce que, bon. Alors, les islam autoproclamés, quand on a étudié la question, qu'on a entendu des auteurs, il ne peut pas y avoir d'imam autoproclamé. Et puis, on nous dit l'islam des consulats. Bon, moi, je suis élu d'un territoire rural. L'islam des consulats, ça ne me dit pas. Mais après 6 mois d'enquête, quand je vois le poids des pays d'origine sur l'organisation, le poids des pays d'origine sur la formation des imams, le poids des pays d'origine sur les imams détachés et le poids des pays d'origine sur les financements, là l'islam des consulats, ça me parle. Bon, et donc je peux en parler en disant, alors voilà, je sais. Voilà, j'ai vu l'école de formation à Alger, j'ai vu l'école de formation à Rabat, j'ai vu ce qui se passe pour la formation des assistants socioturcs. Qui arrivent comme ça, que c'est bon, voilà. J'ai vu comme leur niveau de français, j'ai vu leur connaissance de la contextualisation, et je pense que là, ça doit franchement s'arrêter, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que c'est au détriment de nos concitoyens de confession musulmane, qui sont complètement intégrés dans la République. Moi, je considère que l'islam a toute sa place dans la République, mais qu'il faut que les choses se passent un peu autrement. Donc, si vous voulez... C'est-à-dire, Nathalie Goulet... Et qui le disent. Oui. Et qui le disent. Mais beaucoup le disent et peut-être qu'ils ne sont pas assez entendus. Oui. En tous les cas, cette mission avait vraiment pour un objet extrêmement modeste qui était de faire un état des lieux. Et je crois que c'est là qu'on est arrivé en se fixant des barrières strictes de la loi de 1905. Et on est arrivé à un état des lieux parce que quand on n'a pas fait de préconisation, quand vous ajoutez les constats et que vous dites « je peux rien faire parce que c'est 1905 », les gens qui vont lire vont dire « il y a quand même un problème, il va falloir réfléchir ». Bon. Et la balle centrale me semble quand même être dans le camp des communautés musulmanes qui doivent prendre leur destin en main, parce que si on respecte la loi de 1905, c'est sûrement pas à l'État de le faire, et encore moins aux législateurs. Vous parliez de François Grosdidier, justement, de désorganisation en mettant les musulmans face à leurs responsabilités. On peut sortir de cette désorganisation, vous pensez ? Oui, on le peut à la double condition que l'État continue à s'y intéresser, ce que la loi de 1905 n'interdit pas. Oui, tout à fait. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des cultes. Ce qui est le cas d'ailleurs. Le CFCM a mal marché, mais tous les grands courants d'islam en ont parfaitement conscience. Il faut quand même le conserver, il faut conserver cette instance, selon vous. Eux-mêmes ont su, avec nous, analyser ce propre échec. Et l'ont dit. Donc, eux-mêmes sont prêts à relever le défi. Et effectivement, il faut aller... Il n'y a pas d'imam autoproclamé, mais par contre, il y aurait besoin que des imams se forment et soient formés. C'est le problème. On ne peut pas faire la taxe halal. En revanche, on peut faire une redevance. Et qui sera, là, qui restera de nature privée, non pas publique, et après gérée par la Fondation. Donc, nous avons toutes ces pistes. Toutes ces pistes, ça veut dire que l'État accompagne et que les musulmans se prennent même en main. Et avec les États, il ne s'agit pas non plus d'une rupture brutale.
il y a l'épée d'origine, mais qui peu à peu s'estompe. Et la République, quand je dis qu'elle a été schizophrène elle-même, est allée appeler ces États en disant qu'ils garantissaient un islam malékite, c'est-à-dire modéré, contre le wahhabisme. Bon, et ben il faut que progressivement, ils s'affranchissent de cette tutelle par une formation en France. C'est ce auquel aspire d'ailleurs l'immense majorité des musulmans en France. Tout ça doit se construire. Donc nous avons les pistes de construction. On ne donne pas dans le populisme. Je sais bien qu'aujourd'hui, on voit dans nos assemblées, on en a vu. Je veux dire, à gauche, on se fait applaudir en tapant sur la finance et sur les patrons, et à droite, en tapant sur les musulmans et sur les fonctionnaires. Au Sénat, on ne marche pas comme ça. Et je veux dire, on a fait ce travail de fond, ces propositions, et je crois que le Sénat, à travers cette mission, aura rendu un grand service à la République. Avec un vote à l'unanimité du rapport. C'est noté. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.